Merci d'être. J'ai compris. Voilà, donc merci, merci d'être venu, d'assister ou en distanciel ou de participer à ce symposium sur la vidéoscopie à des fins de professionnalisation, voire d'émancipation que nous organisons avec Olivier Neuhaus, qui est là, et Christophe Gremion, qui est en train de courir un petit peu partout. Donc, je dois ouvrir la séance. Ça va être relativement bref. Donc, j'ai mis quelques mots-clés qui vont nous occuper pendant les 4 séances d'1h30 que nous allons partager, si vous restez avec nous jusqu'au bout. Il sera donc question de vidéoformation, de dispositifs, d'évaluation, de professionnalisation et d'émancipation. L'idée, c'est vraiment de voir en quoi les dispositifs de vidéoformation peuvent servir d'évaluation, peuvent servir à l'émancipation et à la professionnalisation à travers les différentes, voilà, Christophe nous rejoint, les différentes présentations qui seront faites. Merci à toutes les personnes qui ont proposé une communication et merci en particulier à Luc Ria qui est là, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, d'avoir accepté le rôle du discutant. Et donc, pendant cette session, il va d'abord participer et nous présenter une communication, mais aussi il va, à la fin, essayer de résumer, si tu veux bien, Luc, les communications et de voir en quoi, effectivement ou pas, ou quelles sont les zones d'ombre, ou les leviers ou les freins à la professionnalisation, voire l'émancipation par vidéoscopie. D'accord. Arrêtez ou lancer le diaporama. C'est ça, oui. Il faut que je trouve le bon bouton. Ici, c'est le oui. Non. Eh bien non. Je vais arrêter et je pense que c'est à cause du mode présentation. C'est celui-là? Je pense, je ne sais pas très bien. Ça reste toujours le même. Non. Ah. C'est bon pour vous? Parce que ici, c'est... Parfait, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc, le petit cadre en rouge qui vous rappelle, si possible, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. On essaiera de s'y tenir pour soutenir l'attention de tout le monde, même si ça a un petit peu commencé difficilement. Aujourd'hui, il y aura une première présentation par moi en représentation de l'équipe belge. Olivier Neuhaus nous fera aussi sa présentation et Laurent Pierrard, Carole Venn et Christophe Gremion. Mais j'ai vu que Laurent Pierrard est en distanciel. Okay. Deuxième jour, nous aurons de nouveau des présentations, mais de Geneviève Carpentier, de François-Xavier Kemtuin et de Lionel Roche. Je pense que Lionel Roche est là-bas, lui, il est en présentiel et les autres seront en distanciel. Jeudi, de nouveau 2 séances avec Ousseynou Thiam, qui je pense sera en distanciel. Anne-Marie Miville, Pierre-Anne Boutin et leurs camarades qui seront aussi en distanciel. Sephora qui est ici et Valérie Watley. D'accord, c'est très bien aussi. Et la dernière session... Pardon ? La dernière session, Luc communiquera, suivi de Laetitia Thobois-Jacob, que je ne connais pas, donc je ne sais pas si elle est là ou pas, en présentiel ou en distanciel. Non. Et puis nous terminerons avec la discussion de Luc. Je vais tout de suite passer à notre présentation. Voilà. Du coup, je vais devoir de nouveau avoir besoin de vous parce que je ne connais pas bien Zoom. Non, c'était pas ça. Arrêtez. C'est comme ça. C'est bon comme ça. Parfait. Donc, la communication que nous allons vous proposer porte sur la professionnalisation par vidéoscopie et on s'est intéressé en particulier aux effets perçus par les étudiants de l'usage de la plateforme Neopass Stage. C'est une collaboration, une communication qui a été faite en collaboration avec Vanessa Hanin, qui n'est pas là, Florence Jacques, qui était une mémorante, mais qui n'est pas là non plus,
François Lambert qui travaille avec nous sur le projet Neopass Stage et Catherine Van Nieuwenhoven qui, elle, est là-bas. Donc, le contexte d'abord de cette présentation. Le contexte, la recherche que nous vous proposons s'est inscrite dans le contexte de Neopass Stage. Alors, qu'est-ce que Neopass Stage? C'est un projet qui est mené en Belgique et qui est en filiation. C'est une émanation de Neopass Action, que la plupart des gens, j'imagine, connaissent bien. C'est un projet qui est mené par Luc en France depuis une dizaine d'années maintenant et qui nous accorde sa confiance pour le transférer au contexte belge. Le contexte belge qui se caractérise par une formation en alternance de 3 ans, bientôt 4 si tout va bien, qui nous propose de mettre les stagiaires en formation dans les établissements pour réaliser une espèce d'alternance la plus intégrative possible. Et on a aussi décidé de mener le projet Neopass Stage dans une perspective longitudinale, c'est-à-dire qu'on a suivi une cohorte d'étudiants, je vous en parlerai juste après. Depuis la première année, on a été les filmer en stage, on les a filmés en deuxième et ils sont actuellement en troisième année. On les a filmés au premier stage et on doit encore aller les filmer maintenant. On s'inscrit résolument dans une perspective non déficitaire, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment les étudiants fonctionnent en stage et mobilisent les ressources dont ils disposent pour donner cours, alors qu'ils sont seulement en train d'apprendre à donner cours. En d'autres termes, on essaie de voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide de leurs compétences à faire la classe. Pour cela, on mobilise les référents de l'analyse de l'activité qui nous permet d'approcher les actions observables d'une part, mais aussi tout ce qui se passe dans leur tête, leurs émotions, leurs délibérations, leur système de référence, et en particulier le cours d'action sur lequel je ne m'attarderai pas beaucoup aujourd'hui. Et on fonctionne en allant filmer les étudiants dans les classes, et puis on leur propose des autoconfrontations, c'est-à-dire qu'on leur montre la vidéo qu'on vient de prendre de leur cours, et on leur demande de la commenter en nous expliquant non pas ce qu'ils auraient dû faire, mais en essayant de se resituer au moment où ils étaient en train de mener l'action pour nous expliquer ce qu'ils ont fait, vécu, pensé, perçu, ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur tête et d'essayer de voir quelles sont les difficultés typiques qu'ils ressentent, les écueils, les facilités, les sentiments auxquels ils sont confrontés généralement dans l'apprentissage de l'exercice de leur métier. Le projet Neopass Stage a 3 grands objectifs: décrire et modéliser les trajectoires de professionnalisation sur base d'activités ordinaires de stage. Donc ça, on y tient vraiment, c'est aller filmer des vrais étudiants dans des vraies classes de stage. Bonjour. Construire collectivement et tester des outils et des dispositifs, c'est-à-dire qu'on a réalisé une plateforme sur laquelle on a des vidéos exemplatives qu'on utilise dans des dispositifs à la Haute École Galilée, et évaluer les effets sur les pratiques et les étudiants. Et cette fois-ci, on va surtout s'intéresser aux effets qui sont produits par l'utilisation de la plateforme sur les étudiants. Donc, la plateforme, concrètement, c'est une plateforme qui se trouve sur Internet, qui propose des vidéos, un petit peu comme YouTube. Il y a, si je fais ça, vous voyez la flèche qui se déplace? Oui, parfait. Il y a des filtres qui permettent de choisir les vidéos sur base de ce qu'on a envie de voir comme thématique, donner les consignes, gérer les aspects matériels, mettre les enfants au travail, susciter l'intérêt. Mais il y a aussi des filtres sur l'année scolaire des enfants, sur le niveau d'avancement dans l'étude des étudiants. On peut choisir par étudiant, on peut aussi choisir par discipline. On propose principalement 2 types de vidéos, donc des situations de référence, c'est des morceaux de 8, 10, 12 minutes parfois où l'étudiant donne cours, et des situations d'autoconfrontation où on voit une alternance de moments de cours, on voit l'étudiant pendant quelques secondes ou quelques minutes en train de réaliser l'extrait. Par exemple ici, Olivia est en train de donner la consigne, donc on la voit en train de donner ses consignes, et puis juste après, on la voit elle-même en train de commenter ce qu'elle était en train de faire. Donc moi, je suis de dos, elle est de face, et entre nous, il y a l'ordinateur sur lequel elle est en train de regarder ce qu'elle fait, comme sur la plateforme Neopass Action. L'autre partie du contexte, c'est qu'on a implémenté l'utilisation de ces vidéos dans les classes à la Haute École Galilée. Alors, on ne va pas rentrer dans le tableau complètement parce que ce n'est pas ça l'intérêt, mais on essaie d'avoir un panel assez représentatif de différentes activités de classe. Donc, on a différents types d'enseignants. On a demandé à des didacticiens et à des psychopédagogues de les utiliser. On l'a utilisé avec différents publics. Donc, B1, c'est les étudiants de première année, B3 de bloc 3 de dernière année, et ARE, c'est des étudiants adultes en reprise d'études. Donc, ils accèdent sur base d'une valorisation de l'acquis des expériences à une formation en 1 an ou en 2 ans. Donc, on a essayé d'utiliser ça un peu avec tous les types de publics. Différentes disciplines. On a un didacticien de maths, un didacticien de français,
Différents supports aussi. Donc, on a un peu varié les vidéos qu'on a utilisées. On a utilisé des textes parfois pour les aider à rentrer dans les analyses, comme la question des gestes professionnels de Bucheton et Soulet, par exemple. On a utilisé différents types de consignes qui allaient soit mobiliser les textes référents, soit des consignes plus engageantes pour des premières années du type est-ce que l'étudiante a l'air d'une vraie madame? Nous, les étudiants, enfin, les enseignants s'appellent madame plus le prénom. Donc, on a cours avec madame Catherine ou monsieur Olivier. Et donc, le fait de dire une vraie madame, ça engage les étudiants à confronter leurs croyances et leur représentation du métier. Et on a différents moments par rapport au stage, donc on utilise les vidéos parfois avant le stage et puis parfois après le stage. L'objectif de cette recherche, c'était de voir quel est l'impact d'utilisation des capsules dans les dispositifs pédagogiques sur le processus de professionnalisation des étudiants. Pour ça, on a utilisé différents cadres théoriques. Donc, le premier, c'est la question de la professionnalisation par vidéoscopie. Donc, on a considéré, à l'instar de Bourdon, que la professionnalisation, c'est à la fois le développement de compétences professionnelles, mais aussi la constitution d'une identité professionnelle forte qui permet de s'assumer comme un véritable professionnel. De manière générale, la littérature établit des liens assez étroits entre le développement des compétences et la question de la réflexivité. Donc, bien réfléchir sur ces pratiques aide à développer les compétences, assez basiquement. Et il y a aussi un certain nombre de liens qui sont faits entre la vidéoformation et la réflexivité. Il y a déjà de nombreuses utilisations de la vidéoformation qui ont permis de montrer que ça aide à réfléchir de différentes manières sur une pratique, soit externe, soit sur sa propre pratique, donc de développer des compétences, donc de développer sa réflexivité, donc de développer ses compétences et par là même se professionnaliser. Voilà, j'imagine que vous avez compris l'affiliation entre les différents concepts. Pour investiguer cette professionnalisation, on a utilisé deux cadres théoriques. Alors, le premier, ce sont les types d'expériences vécues. Il y en a principalement trois qui ont été référencés par Gaudin et Flandin. Le premier, c'est l'immersion sensorielle. C'est la capacité des étudiants qui, voyant une vidéo, arrivent à s'impliquer, à accorder leur attention à la vidéo parce qu'il y a certains éléments qui les motivent pour ce faire. La deuxième, c'est l'amorçage observationnel ou la résonance. C'est quand ils créent une connexion entre la vidéo qu'ils voient et leur propre expérience qu'ils connaissent des classes, soit comme enseignants, stagiaires, soit comme étudiants. Le troisième, c'est l'expérience par procuration, c'est peut-être la plus intense, où l'étudiant se projette vraiment dans la vidéo, et donc soit se retrouve imaginairement à la place de l'étudiant comme s'il donnait vraiment cours lui-même, soit se projette lui-même dans sa classe et se voit lui-même en train de donner cours. Donc, il y a vraiment cette idée de projection pour se voir soi-même en train de donner cours. Le cadre théorique suivant qu'on a utilisé, c'est les processus réflexifs qui ont été formalisés de Robert Masur. Et donc, il dit grosso modo qu'il y a trois niveaux. Enfin, je vous le fais très rapidement. Il y a trois niveaux de réflexivité. Faire état de sa pratique, on est plutôt dans décrire, questionner, prendre conscience. Prendre de la distance, c'est-à-dire raisonner, évaluer, intentionnaliser sa pratique. Et anticiper des pratiques futures, c'est-à-dire se projeter vers des alternatives qui sont possibles. On a choisi ce cadre théorique-là parce que les trois niveaux de réflexivité sont vraiment bien définis dans les processus et que ces processus sont repérables facilement dans les discours qui sont tenus par les étudiants. Donc finalement, la question de recherche, qu'est-ce qu'elle devient? En ayant projeté les vidéos aux étudiants, on s'est demandé mais quels étaient les types d'expériences qui étaient vécues par les étudiants, quels étaient les processus réflexifs qui étaient suscités, et si ces processus réflexifs menaient à une forme de professionnalisation. Pour ça, à l'issue des 5 cours que je vous ai présentés dans le tableau, non, d'abord, on était filmé les cours, excusez-moi. On a assisté aux cours, soit on les a filmés, certains moments plutôt emblématiques, soit on a utilisé des photos pour garder des traces observables et objectivables. À la fin de chaque cours, on a pu obtenir un groupe de 4 ou 5 étudiants qui étaient volontaires. Alors, on a respecté toutes les conditions éthiques, donc il n'y avait pas d'engagement en termes d'évaluation, ils avaient le droit de se retirer, anonymisation, participation volontaire, etc. Et on a mené un entretien de groupe sur base de traces matérielles. Donc, on leur a remontré soit les traces vidéo, soit les traces photo, pour réaliser une espèce d'autoconfrontation en groupe, pour qu'ils puissent nous expliquer chacun comment leur action individuelle et l'action collective se menaient, pour comprendre quels étaient les types d'expériences qu'ils avaient vécues et comment ils avaient pu développer des processus réflexifs.
on a recopié les verbatims et on a découpé en unités de sens pour pouvoir identifier systématiquement les types d'expériences vécues et les niveaux de réflexivité qu'on a ensuite mis en relation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de résultat? Au niveau de l'immersion mimétique. Donc, les étudiants disent qu'ils vivent l'action. Donc, ça les intéresse. Ils disent on a l'impression d'être en classe parce qu'ils voient des étudiants du même niveau qu'eux dans des situations qui sont proches des leurs, dans des contextes de stage qui leur sont familiers. Ils sont contents de voir comment ça se passe chez les autres. Ils disent on pose des questions comme si on y était, on se pose des questions comme si on y était. Ils disent que ça permet de réfléchir sur les actions qu'ils ont vues et les raisons de ces actions. Ils disent c'est comme si on faisait un entretien réflexif, mais pour nous. Et alors, ça leur permet de se projeter aussi d'une certaine manière et de dire le jour où ça m'arrive, ce n'est pas qu'ils ont vécu l'expérience, mais ils ont pu voir quelqu'un qui a vécu l'expérience. Au niveau de l'amorçage observationnel, ils disent je me reconnais dans ces pratiques, et c'était ça un peu l'idée de filmer des étudiants de tous les niveaux. Ils s'interrogent en disant mais est-ce que j'ai agi comme elle ou est-ce que j'ai agi différemment? Et encore un coup plus loin, ils disent dois-je agir comme elle ou bien dois-je faire l'inverse, agir différemment? Et alors, quelque chose qui a tendance à vraiment les rassurer, ils identifient un certain nombre d'erreurs qu'on reconnaît comme typiques, comme générales, communes à ce genre étudiant qui commence à être en stage. Et donc, ils se rendent compte quelque part qu'il y a des passages obligés dans les essais, dans les échecs, dans les erreurs, et ça transforme quelque part le statut de l'échec aussi, ou de l'erreur. L'expérience par procuration, il dit bien, on se projette dans la même situation, on se voit en train de donner le cours. Quelque chose auquel on s'attendait moins et qu'on a vraiment découvert, c'est la question de la gestion des émotions. Donc, ils ressentent vraiment une empathie très forte pour l'étudiant dont on voit la vidéo. On a des vidéos qui se passent vraiment bien et puis on a des vidéos qui ne se passent pas aussi bien que ça. Alors, on ne met jamais l'étudiant dans une situation où il a l'air ridicule, mais on illustre des passages obligés qui sont forcément difficiles. Et donc, ils disent elle est hyper dure avec elle-même quand elle fait l'autoconfrontation. Ils disent j'ai un sentiment de peine quand je la vois, donc ça les atteint vraiment. Et la comprend dans ses difficultés. Et donc, les audits, ça permet de revivre les stages précédents. Donc, on est vraiment dans cette expérience dans laquelle il rentre de nouveau. Au niveau des processus réflexifs, le premier faire état de sa pratique. La première chose qu'on a faite, c'est d'écrire. Alors, il faut voir aussi quelles sont les consignes qu'on leur a demandées. On va y revenir. Si on leur dit décrivez ce qui se passe, forcément, la première chose qu'ils font, c'est d'écrire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils décrivent différents niveaux. Ils voient différentes choses. Ils disent, on n'a pas regardé l'apprentissage, on a regardé comment l'étudiante se comporte. On a regardé son non-verbal. On a regardé comment elle balaye la classe pour regarder tous les enfants. On a regardé la gestion de classe, comment elle se comporte avec Eduardo, qui est un des enfants. Je me suis demandé si j'aurais fait la même chose. Donc, on est vraiment aussi dans des processus d'analyse sur sa propre pratique à travers la confrontation. Des pratiques projetées. Il y en a une qui dit, je me demandais comment j'allais arriver à les corriger. Et en fait, ce n'est pas elle qui les corrige, c'est l'étudiante. Mais c'était vraiment ce questionnement comme si c'était elle qui le faisait. Elle disait aussi, j'essayais d'imaginer comment les élèves réfléchissaient. Et donc ici, en fait, on a pu voir que d'une certaine manière, elle se décentrait de sa pratique personnelle pour déjà s'intéresser aux apprentissages des enfants, ce qui est un signe de développement professionnel déjà. Et des prises de conscience telles que, en fait, tout a un sens. Quand Caroline, l'étudiante dont on voit la vidéo, explique qu'elle va d'abord chez tel étudiant, puis chez tel étudiant, puis chez tel étudiant, eh bien, ils se rendent compte, les étudiants de première en tout cas, qu'elle ne fait pas les choses au hasard, elle ne tourne pas dans la classe juste pour le plaisir. Sur le processus de distanciation, ils disent c'est important de se dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc, en se rendant compte que Caroline a une justification pour tout ce qu'elle fait, ils se disent évidemment, c'est important de dire. Ils ont parfois une tendance à l'évaluation aussi. Donc, ils disent c'est pas génial, elle aurait dû utiliser d'autres mots. Mais en même temps qu'ils disent c'est pas génial, ils sont en train de voir quelles sont d'autres alternatives qu'elle pourrait développer. Et de nouveau, cette dédramatisation de l'erreur, il faut oser plus. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Ils anticipent les pratiques futures. Et donc, à la fois, il y a deux types d'alternatives qui sont envisagées. Des alternatives sur ce que l'étudiant du film aurait pu faire, mais des alternatives sur ce qu'eux pourraient faire quand ils seront eux-mêmes en stage. Et alors, pour les B3, qui sont les étudiants en dernière année, on se rend compte qu'ils font vraiment des liens avec la théorie. Mais ça, je vais nuancer juste après dans la discussion. Mais on a vraiment, pour une fois, vais-je dire, des liens qui ressortent et qui sont assez marqués. Alors, au niveau de la discussion, est-ce que j'ai encore le temps? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ouais, parfait.
Au niveau de la description, au niveau de la discussion, la description, elle est facilitée par le support. Voilà, très clairement, quand on leur dit décrivez les choses, c'est passé, ils ont oublié. Ici, on a un support qu'on peut mettre, arrêter, repasser. Ça facilite cette description. Il y a différentes manières d'aborder les vidéos. Alors, selon le type de formateur, on a remarqué ça aussi. Pour le formateur, en fonction de sa spécificité, donc on se rend compte qu'un didacticien des mathématiques ne voit pas la même chose qu'un didacticien du français, il ne voit pas la même chose qu'un psychopédagogue. Mais ce sont des différences qui sont vraiment très marquées, très fortes. Et pour les étudiants qui projettent des intentions différentes de la part du formateur. Par exemple, moi, j'ai été filmer une leçon de mathématiques. Il y a un groupe d'étudiants qui a commencé à analyser la vidéo plutôt sur base de la gestion de classe parce que j'étais là et qui m'avait eu en première année. Et puis, au moment de la mise en commun, quand les autres étudiants ont commencé à discuter plutôt des processus didactiques de l'apprentissage des premiers nombres, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à côté de la plaque parce qu'ils étaient au cours de maths et que ce n'est pas ça qu'on attendait. Donc, il y a vraiment une présence et une identification de l'enseignant qui joue aussi. Selon les consignes données, si on donne un focus général ou bien si on est en train de voir une matière en particulier, les réactions sont effectivement aussi très, très différentes. Le niveau de consigne plus ou moins engageante est plus ou moins adapté au niveau. Donc, je vous disais, les premières, on leur dit est-ce qu'il a l'air d'une vraie madame? C'est engageant pour eux, mais c'est très large comme manière de faire. En troisième, avec les adultes en prise d'études, à qui on avait donné le texte de Bucheton sur les gestes professionnels, on leur a dit repérer les gestes professionnels et les postures. Donc, c'est une consigne tout à fait différente qui engage l'étudiant d'une manière différente dans la vidéo. Et alors, selon la nature des supports, donc, si on n'a pas de support, si on a un texte sur les gestes professionnels, il rentre différemment dans la tâche. Et on a un didacticien du français qui, lui, a fait un focus sur le tableau à différents moments. Donc, quand l'étudiante faisait la mise en commun, il disait, voilà la mise en commun réalisée par l'étudiante, où est-ce qu'elle en est, comment elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Et donc, le focus était encore différent, en plus matière, l'engagement était vraiment différent aussi. On a des prises de conscience qui sont plus fortes chez les B1, donc c'est vraiment émotionnellement, il y a des choses qui sont plus dures, mais qui sont moins précises parce que les B3 voient plus de choses, mais de manière peut-être moins intense. Et donc l'expérience mimétique est plus forte chez les B3, probablement parce qu'ils ont un panel d'expériences qui leur permet de revivre les choses de manière plus précise. Et donc, comme je disais, on mobilise des savoirs théoriques pour les B3. Ceci dit, ceux qu'on a vus étaient dans un cours de mathématiques, vraiment orientés sur les apprentissages, les premiers apprentissages numériques, pour lesquels ils avaient eu des textes, ils avaient dû lire un livre, et donc il y avait une assise assez forte de cette théorie avant qu'ils ne la voient. On se rend compte que les processus de niveau 2, donc tout ce qui est diagnostiqué, évalué, sont relativement peu mobilisés. On se demande quelque part si ce n'est pas à cause des consignes de travail, parce qu'on insiste aussi beaucoup sur la bienveillance pour regarder la vidéo. Et donc, est-ce que les processus d'évaluation sont réalisés mais ne ressortent pas parce qu'on leur dit soyez pas trop durs, c'est vraiment un cadeau que ces étudiants nous font de nous montrer leur pratique. Et donc, voilà, il y a assez peu d'évaluation qui apparaît. Notez que depuis cette année-ci, on a eu une autre expérience avec une enseignante qui est beaucoup plus normative et qui, elle, a amené les étudiants plus dans l'évaluation. Ça génère aussi des effets assez différents, mais voilà, avec lesquels on est peut-être moins d'accord ou avec lesquels on a plus de difficultés. Mais voilà, on va un peu analyser ça aussi cette année-ci. La gestion des émotions provoquées, on a vu que c'était très difficile pour eux parfois de voir la difficulté de leurs congénères, et donc parfois ça bloque la mise à distance pour revenir dans l'analyse et évaluer les choses de manière peut-être plus objective. On se rend compte qu'il y a des activités parasites qui sont difficilement contrôlables. On leur demande de décrire, ils analysent. On leur demande d'analyser, ils évaluent. On leur demande d'évaluer, ils font des alternatives. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué aussi. Et des manières différentes d'envisager les alternatives. En B1, donc en première année, ils incorporent tout ce qu'ils voient comme des pistes, mais ils ne se posent pas trop de questions sur les contextes, sur la manière de réutiliser ça. C'est vraiment comme si c'était des éponges. En B3, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus fins parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. Et comme ils étaient avant le stage, on avait l'impression, et dans les discours qu'ils ont, qu'ils vont vraiment chercher les choses qui les intéressent eux parce qu'ils se projettent, parce que dans 2 semaines, ils seront en stage comme l'étudiante qu'on a vue. Et donc, il y a vraiment des prises d'indices qui sont beaucoup plus fines, comme s'ils avaient besoin, eux, de se nourrir avant. Et les adultes en reprise d'études, qui sont un public tout à fait particulier, qui ont parfois une expérience professionnelle complètement différente, qui se réorientent, eux, ils sont preneurs de tout, ils enrichissent leur répertoire et ils disent qu'ils sont plutôt en train de se définir en tant qu'enseignants, comme s'il y avait une question identitaire qui était en train d'être travaillée de manière plus forte aussi.
Alors, en conclusion, ben, il y a des relations très fortes à la vidéo à travers différents types d'expériences qui sont vécues. Pour ça, on est très content parce que ça génère beaucoup de réactions. On souligne un potentiel formatif par la réflexivité qui est suscitée, de différentes formes, de différentes manières, à différents niveaux, mais ça les amène à réfléchir. Par contre, on pointe aussi, en fonction du public, une nécessité de cibler les bonnes capsules au bon moment. Alors, ça a l'air un peu évident ce qu'on dit, mais on a vraiment l'impression que certaines capsules sont plus adaptées à certains niveaux et à la manière dont on va les faire réfléchir à ces capsules. Donc, il faut bien réfléchir ces consignes, il faut bien réfléchir ces supports. On ne peut pas arriver, mettre 3 vidéos et les laisser jouer tout seul. Et puis voilà, ça, on s'en rend compte que ce n'est pas possible. Et donc, on plaide de plus en plus, et les étudiants aussi, hein, ils l'ont dit, pour une formation des formateurs, pour qu'ils les amènent à utiliser un outil de manière correcte. Et nous, en tant que formateurs aussi, on attire l'attention sur le fait qu'il y a des choses qui sont assez compliquées à gérer. Les types d'expériences et les processus réflexifs, ça, il faut savoir ce qu'on veut susciter. Les émotions suscitées, ça, on se rend compte que c'est vraiment très fort et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif que ce qu'on a fait à ces dimensions-là. Et alors, la manière dont on va pouvoir ou canaliser, ou profiter, ou juguler à certains moments ces processus réflexifs inattendus qui viennent peut-être, entre guillemets, polluer le cours qu'on est en train de donner parce que nous aussi, on a des objectifs, mais d'un autre côté, qui sont intéressants et sur lesquels on pourrait rebondir. Et donc, voilà, on a une espèce d'équilibre à trouver entre ce que nous, on aimerait bien leur faire voir, penser, réfléchir, et ce que eux arrivent à penser, réfléchir par eux-mêmes. Voilà. Bibliographie. Merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Oui, c'est moi. Observationnel. Et il y avait un un étudiant doit agir comme elle. Oui. Donc, il y a vraiment je disais, et qu'est-ce qu'on en fait dans le dispositif? Donc, c'était plus la curiosité. Oui. Ah oui, donc je reformule la question de Sephora. Un des verbatim disait dois-je agir comme elle? Et donc Sephora demandait mais qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça émerge de la part des étudiants? Alors, moi, ce que j'aurais tendance à faire, alors c'est un peu un truc de psychopédagogue, mais c'est lui renvoyer la question et dire mais si tu te poses la question, qu'est-ce que tu perçois toi dans ton agir ou dans ta situation qui te donnerait plutôt tendance à agir comme elle ou bien à ne pas agir comme elle, et la ramener vers ses systèmes de référence, ses propres préoccupations, ce qui lui permettrait de définir, alors anticipativement ou rétrospectivement, une nouvelle manière de faire, une nouvelle disposition à agir qu'elle pourrait transférer dans sa pratique de classe. Maintenant, on n'a pas documenté si ces réflexions qui surgissent, ces nouvelles manières de faire, sont effectivement transférées dans les pratiques de classe. Alors, dans tous les dispositifs auxquels on a assisté, il y avait des temps de réflexion individuelle qui étaient mis en commun après. Ça, c'était. Mais si on ne sait jamais dire comment les étudiants vont repercevoir et se réapproprier de manière individuelle les échanges collectifs qui sont faits, puisqu'ils vont être éclairés sur base de leur propre expérience. Mais plus on a d'échanges, plus j'estime qu'on a de chances d'avoir une possibilité de toucher l'étudiant et de l'amener à transformer potentiellement ses pratiques, ses représentations, ses croyances. Oui. Les étudiants avaient parfois du mal à s'évaluer entre eux. Et je constate que souvent, on est obligé de développer un peu une culture de l'évaluation. Dans une société qui est très marquée par la question du jugement ou du jugement par rapport à des normes, des valeurs, à une connotation négative. Et il faut désamorcer ces questions parce que sinon, les exercices sont complètement stériles. Et en fait, les étudiants n'osent pas de peur de finalement
aller à l'encontre de la norme, qui est l'acceptation, etc. Donc, du coup, est-ce que vous prenez en compte justement ce rapport culturel au jugement et comment vous le travaillez? Alors, dans les dispositifs que moi je mène, moi j'essaie de ramener systématiquement à ce qui est objectivable. Et donc, quand on dit aux étudiants de première année, est-ce qu'elle a l'air d'une vraie madame, cette consigne induit le fait de repérer des gestes professionnels dont l'étudiant dont on voit le film fait déjà montre dans sa pratique. Et donc, ils disent, elle se tient droit, elle écrit correctement au tableau, elle parle clairement, elle donne des consignes, elle utilise sa voix, etc. Et puis, une fois qu'on a mis au tableau tous les aspects positifs de cette étudiante, on peut venir en disant, OK, est-ce qu'il y a des éléments qui vous font dire qu'elle n'a pas l'air d'une vraie madame? Et à ce moment-là, ils disent, oui, peut-être qu'à ce moment-là, sa consigne n'était pas suffisamment précise, elle avait oublié tel élément dans la classe, il y a beaucoup de bruit, elle n'arrive pas trop à gérer. Mais le fait d'avoir mis en évidence ce qu'elle maîtrise déjà aide quelque part à dire, voilà, il y a beaucoup de bon dans ce qu'elle fait, et puis il y a aussi des choses qui sont améliorables et sur lesquelles on peut travailler. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on envoie systématiquement l'autoconfrontation où l'étudiant explique ce qu'il est en train de faire. Et il dit, je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit, mais je ne sais pas très bien comment faire. Ou bien, il y a beaucoup de bruit, mais je laisse courir parce que je sais bien que dans 2 minutes, je vais pouvoir faire ceci. Et donc, on a différentes réactions qui peuvent expliquer aussi que ces gestes professionnels qui ont peut-être l'air mal installés, mal assis, ont en fait des raisons sous-tendues par l'étudiant. Et ça permet de faire glisser cet aspect d'évaluation. Parce qu'après, on leur dit, mais vous avez des aspects positifs et des aspects négatifs. Vous, ces aspects positifs et négatifs qu'on a ciblés pour l'étudiant, est-ce que vous les ressentez aussi? Est-ce que vous les avez ressentis? Dans quelle situation? Et alors, on peut relancer chez eux aussi. Mais la parole a été libérée quelque part par l'analyse de cette étudiante qui leur est à la fois externe et interne, si on en croit les types d'expériences qui sont vécues. Et peut-être une dernière question de… Oui. Ah. Je mets ici. Ça déménage. Alors, évidemment, quand ce n'est pas son écran, c'est toujours difficile. Il y a un mute. Merci. Donc, merci pour la présentation. Et je pense qu'on fait des choses qui sont à certains égards semblables, mais aussi différentes. Et nous, on achoppe, c'est sur la justification. Tu l'as dit, ils prennent comme des éponges. Le problème, c'est de faire le tri et puis d'avoir une argumentation. Tu as repris le modèle d'Antoine. On dit, finalement, ce qu'il faut, c'est arriver à justifier les actions, pas seulement parce qu'on aime bien ou parce qu'on pense que c'est bien, mais parce qu'on a des raisons de penser que c'est bien et on peut se baser sur la littérature, etc. Et c'est à mon avis, l'endroit le plus difficile. Comment est-ce que vous faites ça avec les premières… Comment est-ce que vous arrivez à retourner c'est pas juste j'aime bien ça, mais j'ai des éléments qui me permettent de dire que ce serait mieux de faire comme ça parce que… Alors, je vais éteindre ici. Voilà, on est synchrone. Je pense qu'il faut avoir des exigences en termes de réflexivité qui sont relatives au niveau de formation des étudiants. Et donc, ce qu'on peut se permettre de demander à des étudiants sortant en termes de liens théorie-pratique parce qu'ils ont été nourris de théorie, on ne peut pas le demander à des étudiants de première année qui viennent d'arriver. Et donc, on travaille principalement sur 2 dimensions. D'abord, une dimension de description. Et déjà, arriver à décrire les choses, c'est déjà très compliqué. Et puis, on travaille plutôt sur leurs croyances et leurs représentations. Ce qui permet d'une part de les mettre en évidence, de voir ensuite comment est-ce qu'elles peuvent être mobilisées adéquatement dans des situations d'enseignement, et de voir aussi si elles arrivent au bout de leur viabilité, qu'à un moment, il va falloir les transformer. Des croyances qu'on a souvent, c'est il suffit de parler 20 minutes du carré pour que les enfants… voilà. Et en fait, le premier quadri à la Haute École Galilée, on travaille beaucoup sur des questions de socioconstructivisme, et donc de mettre les enfants à la tâche, de les faire réfléchir. Et donc, on se dit à un moment, on espère qu'à un moment, ils vont conscientiser que parler 20 minutes sur le carré, ça va pas suffire et qu'il faut mettre les enfants au travail. Et donc, cette déconstruction de leur croyance se fait petit à petit en fonction des éléments qu'ils travaillent dans les différents cours. Maintenant, on est comme vous, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ce n'est pas automatique, loin de là.
Oui. qu'on fasse des croyances et on va rapidement passer Ah oui. N'ayant pas cette expérience, je suis un peu embêté de répondre. Oui, oui, on est J'ai l'habitude. Ah oui, j'ai l'habitude de Teams, alors Zoom. Là, je l'ai vu passer. Quelle place est faite ou pourrait être faite aux connaissances issues de la recherche, aux référents théoriques? Je pense ici, oui, entre soutien et pratique. Mais, par exemple, le dispositif qui utilise les gestes professionnels, le texte sur les gestes professionnels de Bucheton, donc les étudiants l'ont travaillé avant et puis il sert de grille d'analyse pour voir comment ça fonctionne. Les étudiants de B3, ils ont lu le livre sur les apprentissages numériques en première année, ils ont déjà eu toute une série d'activités et en fait, quand ils sont confrontés aux vidéos, ces connaissances qui étaient peut-être académiques, décontextualisées, peu concrètes, tout d'un coup deviennent concrètes, mais anticipativement à leur stage, avant que ça ne leur éclate au visage parce qu'ils l'ont peut-être mal mise en branle. Et donc, ils ont une espèce de vécu par procuration des éléments théoriques qu'ils ont déjà pu anticiper. Donc, on essaie de les nourrir théoriquement, mais encore une fois, en B3, ça fonctionne. Avec les adultes en prise d'études, ça fonctionne. En première année, il faut y aller vraiment en douceur. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais céder la place à Olivier. Oui. Au niveau du temps, vous êtes. C'est 20 minutes. Oui. Est-ce que vous arrivez à 20 minutes de me dire quand on est à 20 minutes? Vous me dites que c'est ça. Au pire, vous me coupez, vous me dites là, on serait à 20 minutes. Puis si je vois que peut-être que je vais aller plus vite à certains moments ou comme ça, c'est pas malhonnête si vous le faites, pas de problème. Oui, oui. Voilà. À distance, on voit correctement l'écran. Ça joue? Okay. Parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail sur la vidéoscopie pour accompagner l'entrée dans le métier des enseignants professionnels novices. Donc, on est sur un concept avec des enseignants qui ne sont pas tout à fait dans la même veine que ce que proposait Marc juste avant. Où il y a 3 instituts qui sont liés à ça. L'École des métiers de Fribourg, parce que je suis encore actuellement, depuis maintenant bien quelques années, enseignant pour les informaticiens en formation, donc pas du tout dans le cadre de la formation des enseignants. À côté de ça, je suis aussi à la HEFP, à la Haute École fédérale en formation professionnelle en Suisse. J'accompagne aussi les étudiants, les nouveaux enseignants. Et puis, je fais une thèse sur un dispositif que j'ai mis en place à l'Université de Genève, sous la direction de Valérie Lucie-Borer, pour ceux qui la connaissent. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ces 3 instituts qui sont liés avec la problématique. Alors, je n'arrive pas à passer à la prochaine, c'est bon. Au niveau du sommaire, moi, je vais d'abord vous préciser le contexte qui est assez singulier dans la formation professionnelle en Suisse, et puis ensuite, le dispositif qu'on a mis en place, et puis les premiers résultats d'analyse sur mon travail. Pour ce contexte, il faut bien comprendre la particularité. On est dans la formation des apprentis en Suisse, donc ça veut dire qu'on a des mécaniciens, des cuisiniers, des informaticiens qui sont ingénieurs depuis plusieurs années, qui sont à la pointe, qui sont experts dans leur domaine et qui, généralement, autour de 30, 40 ans, épousent le métier d'enseignant pour devenir enseignants de leur métier, mais n'ont aucune formation, pour certains en tout cas, pédagogique, mais sont par contre des
des pointures, j'ai envie de dire, dans leur domaine. Et ils deviennent du jour au lendemain enseignants avec des fois des classes de 20 élèves, informaticiens par exemple. Comment ça se passe sur le terrain? Dans les faits, c'est la HEFP, la Haute École en formation professionnelle, qui accompagne ces nouveaux enseignants. Donc, c'est une formation de 3 ans qui est faite en cours d'emploi. Donc, la personne travaille en institut, forme ses apprentis. Et puis, durant 3 ans, à raison d'1 jour par semaine, la personne se rend à la HEFP et puis fait différents modules de formation. Il y a aussi des visites d'accompagnateurs, il y a aussi toute une logique de mentorat qui est mise en place avec des personnes dans les instituts qui accompagnent les nouveaux. Il y a des visites tripartites et tout ça, c'est organisé durant les 3 ans pour terminer ensuite par différentes validations de modules. Ce qui peut surprendre, et en tout cas ce qui moi m'avait interpellé quand j'ai fait ce saut-là, parce que moi à la base je suis ingénieur en informatique, j'ai fait ce saut, c'est que durant une année, avant d'entrer à la HEFP, il n'y a aucune formation qui est proposée. En clair, ça veut dire que pendant une année, on est en immersion, tout seul, boum, devant une classe, même si on est expert de son domaine, et puis on dit parce que c'est un temps d'essai, en l'occurrence, le canton ne va pas investir une formation en ne sachant pas s'ils me garderont. Et puis, voilà. Donc, pendant une année, on est complètement seul devant la classe. Et puis, c'est sur cette année-là qu'on s'est posé comme question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ce manque? Alors, j'avais fait un travail, un master à Genève, aussi avec Valérie Lucie-Boré en 2019. Et puis, on avait interrogé toutes les personnes en formation à la HEFP. Et puis, on leur avait demandé, est-ce que vous étiez accompagnés durant les années avant que vous commenciez la HEFP? Alors, pour 61% des personnes, c'était non. Il n'y avait personne qui m'a accompagné, personne ne m'a aidé durant ce moment-là. Pour 39%, c'était oui, il y a quand même quelqu'un qui m'a accompagné. Quand j'ai posé la question, je ne sais pas si on voit bien là, par qui vous étiez accompagné? Alors, en grande majorité, enfin, à 47%, c'était par un collègue. Donc, pas forcément par un mentor formé, parce que la HEFP propose aussi une formation pour accompagner. Donc, il y a une sorte de parrain qui était mis en place. Souvent, c'était par le doyen aussi, donc par le responsable hiérarchique qui donnait différents coups de main. Et puis, pour certains, c'était le même mentor. C'est marqué qu'à l'IFFP, parce que l'IFFP, c'est l'ancien nom de la HEFP qui a changé tout dernièrement. Et puis, il y avait une autre question qui avait été posée dans ce travail de recherche où, en fait, je m'intéressais au rôle du mentor. Est-ce que vous auriez eu besoin d'un accompagnement? Est-ce que ça aurait été utile pour vous? Et là, c'était clair qu'on était à 86% des personnes qui avaient été sondées qui disaient oui, il aurait fallu un accompagnement durant ce moment-là. J'en aurais eu besoin, mais bon, ce n'était pas mis à disposition. Donc, la deuxième étape après ce travail-là, c'était de mettre en place un dispositif, de penser un dispositif qui pourrait être mis en place dans le cadre de l'accueil de ces nouveaux enseignants. Et c'est clair qu'il y a certaines constantes qu'on ne va pas pouvoir enlever, certains principes. Déjà, il y a besoin d'une légèreté en temps, parce que c'est souvent des personnes qui sont complètement surchargées durant leur première année. C'est aussi pour ça, moi, quand j'ai rencontré les responsables cantonaux, donc les régions en Suisse, ils m'ont tous répondu, oui, mais ils n'ont pas le temps, jamais ils auraient le temps d'avoir en plus des cours en plus. Voilà. Une légèreté financière aussi, parce que vu que c'est un temps d'essai, il n'y a absolument aucun budget pour ça, parce qu'on ne va pas payer une formation à quelqu'un qui peut-être finalement partira ou qu'on ne gardera pas. Et puis, il fallait un espace de confiance, parce qu'on est quand même face à des personnes qui ont 40 ans et puis qui sont experts, et ce n'est pas forcément évident de se mettre à nu et puis de se rendre compte qu'on était expert dans un domaine et puis qu'on ne l'est absolument pas dans un autre. Il y a quelque chose au niveau identitaire qui est fort, qui se joue. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des cafés pédagogiques. On a mis ce nom-là, café pédagogique, pour essayer de faire quelque chose de moins autoconfrontation et autres, pour pas que ça fasse peur avec ce côté confrontation. Et dans les faits, on ne boit pas tellement de café non plus. Il n'y a pas de machine à café dans la salle, mais voilà, c'est le nom qu'on a mis pour essayer d'avoir un accueil favorable. Concrètement, c'est quoi? On forme des groupes dans l'école où je suis actuellement. On forme des groupes de 2 à 4 enseignants novices. Et puis, on se voit 3 à 4 fois durant l'année. Et puis, la consigne, c'est la suivante. Chaque fois qu'on se voit, les personnes viennent avec une vidéo, à peu près 5 minutes. Il a filmé dans sa classe. Et puis, c'est sur un thème commun. Par exemple, on dit, dans 4 semaines, on se voit, par exemple, quand vous corrigez un exercice, ou bien quand vous accueillez les élèves au début de la journée, ou quand vous terminez une journée de formation. Et puis, durant la rencontre, on visualise. Le but, c'est qu'on visualise ensemble les vidéos pour discuter sous forme, cette fois, d'autoconfrontation croisée, où chacun montrera sa vidéo et puis les autres pourront réagir pour voir tiens, c'est intéressant comment toi, tu corriges un exercice. Moi, je n'y ai jamais pensé, ainsi de suite. Et puis, la règle, alors, il n'y a que des personnes novices, donc il n'y a pas d'autres expérimentés, à part la personne qui organise, en l'occurrence, dans l'établissement, c'est moi, qui joue ce rôle de facilitateur. On verra un petit peu la tâche de ce facilitateur.
Sur l'année, j'ai du peine à passer d'une slide à l'autre. Oui, voilà. Sur l'année, ça se déroule de la manière suivante. En fait, il faut commencer avec en gris tout en haut la séance initiale avec définition d'un objet d'enquête. Donc d'abord, je rencontre chaque nouvel enseignant. Je lui propose le dispositif qui est complètement volontaire, donc ils n'ont pas du tout d'obligation d'y prendre part. Et puis, on définit ensemble, mais tu aimerais te filmer en quoi, idéalement. Puis souvent, ça revient quand même, comment commencer une journée. Moi, je suis tendu le matin quand j'accueille mes élèves. Et bien, alors, du coup, on se fixe comme objectif, on se voit dans 4 semaines, filmez-vous en début de journée, faites comme d'habitude, et puis on verra ce qui se passe. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est le recueil de traces, donc ils vont se filmer en classe. Et puis ensuite, le moment même du café pédagogique, on commence par une introduction à une co-construction des gestes attendus. En fait, on va essayer de créer nous-mêmes une sorte de petite liste de normes. Par exemple, le début de la journée, d'abord, avant de voir les vidéos, on va créer une liste de ce qu'ils ont envie de faire, quelles sont leurs représentations. Alors, tu penses à quoi quand on commence une journée? Ah ben moi, j'aimerais bien créer un climat, j'aimerais bien capter l'attention des élèves, j'aimerais bien introduire la matière qu'on verra durant la journée, et ainsi de suite. Donc, ça permet déjà de partir des représentations des novices, et puis aussi d'y revenir une fois qu'on verra les vidéos. Si on dit, attends, tu aimerais mettre un climat, tu aimerais faire participer les élèves, mais est-ce que tu le fais vraiment sur le terrain ou qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on se base ici sur les travaux de Muller et Lucie Borer c'est quelque chose qui est assez délicat, en fait. C'est vrai que montrer, on se met quand même à nu en montrant sa vidéo. Et puis, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de maladresse. Si quelqu'un directement est dans l'évaluation ou dans le jugement, ça pourrait être tout à fait destructeur et puis les personnes n'y viendront pas. Donc, on établit les différents registres de visionnement d'une vidéo. En clair, on va parler d'abord, on va, entre guillemets, se forcer ou faire l'exercice au début de d'abord uniquement décrire ce qu'on a vu dans la vidéo. Ensuite, on rentrera dans le côté interprétatif et ensuite seulement évaluatif. Mais on veut vraiment passer par ces étapes-là. Et pour s'entraîner, pour faire nos gammes, on part d'abord sur des vidéos tierces, donc des vidéos de personnes qui ne sont pas ici. Donc là, on prend des vidéos tirées de Néopass Action pour la plupart. Et puis on va faire cet exercice-là pour voir qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on interprète, et ensuite seulement rentrer dans l'évaluation. Et on fait ça sur l'une ou l'autre vidéo, en fonction des cas. Parfois, après, plus tard dans le dispositif, on ne le fait plus forcément si je vois que les gens sont bien aguerris à l'exercice. Et ensuite seulement, on part à l'exercice, cette fois, des vidéos de chaque novice où on visionne la vidéo, et puis c'est le même principe que propose Claude, la personne qui a montré sa vidéo. Ensuite, c'est les autres qui réagissent en premier, et puis qui vont pouvoir dire voilà ce que je vois, voilà mon interprétation. Alors, les avantages, c'est clair qu'il y a une légèreté en temps. Donc, quand j'ai proposé ça à ma direction, ils me dit oh, mais 4 heures par an, c'est parfait, du coup, ça ne coûtera pas trop cher, c'est super. Ce qui est comme autre avantage, c'est que c'est basé sur les enseignants. Et puis, ce qui était un autre avantage, présupposé en tout cas, c'est que j'avais aussi l'envie de créer un échange entre pairs ou des personnes qui vivent la même difficulté de début d'enseignement, soit dans un espace de confiance. Avec le risque, effectivement, de se déstabiliser, parce que ce n'est pas forcément évident de se filmer, donc ça doit obligatoirement être sur une base volontaire. L'accord est le suivant, à tout temps, la personne peut se retirer, peut dire finalement non, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, et arrêter. Il n'y a aucun retour qui est fait à la direction parce qu'ils sont en temps d'essai, donc ce n'est pas l'objectif de dire ouais, vous faites un mauvais engagement. Et puis les vidéos sont donc du coup effacées directement après le visionnement en commun. Si on passe sur la partie analyse, en fait, moi ce qui me préoccupait là, c'est maintenant ça fait 2 ans que c'est maintenant la 3e année que le dispositif fonctionne. Je voulais voir quelles étaient l'évolution d'une rencontre à l'autre. Alors, pour ça, je me suis basé sur la théorisation ancrée, on y reviendra dans un moment. Et puis, je voulais voir aussi le rôle des participants et puis le rôle de la vidéo. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui fait que la personne peut évoluer, peut finalement s'émanciper avec ce dispositif? Alors, pour ça, les rencontres, les cafés pédagogiques à proprement parler ont été filmés, ont été transcrits sous forme de verbatim, complètement anonymisés. Et puis, c'est là-dessus que je me suis basé pour la première analyse que je fais de théorisation ancrée, où j'ai en fait codifier chaque élément, et puis ensuite je les ai catégorisés, et j'ai essayé de les regrouper par plusieurs pôles d'intérêt. En fait, on est beaucoup autour du triangle didactique. Est-ce que la personne parle plutôt des activités de l'élève ou de la classe? Est-ce que l'enseignant parle plutôt des activités de l'enseignant? Est-ce qu'il parle plutôt de la matière à enseigner? Et puis, il y avait aussi, surtout dans les premières fois, il y avait beaucoup de remarques, il me semblait, sur l'effet de la vidéo, du style « Ah, mais c'est compliqué de me voir filmer, j'aime pas m'entendre parce que j'ai un accent, et ainsi de suite. » Et ce genre de choses il me semblait beaucoup de place. Alors, du coup, je l'ai aussi codifié en mettant dans une catégorie un petit peu à part.
pour arriver à cette première analyse que je trouve intéressante, ça, c'est sur les 3 groupes. Donc, ça veut dire que c'est entre 2019, 2020, 2020, 2021. Donc, en tout, j'ai eu 3 groupes que j'ai accompagnés. Et si je fais la synthèse complète, la somme complète, on voit que si on replace sur le triangle entre l'enseignant, la matière, et les élèves ou la classe, d'une manière générale, et c'est un mouvement qui est assez intéressant, qui se retrouve chez chaque groupe que j'ai eu. La première fois, les remarques sont principalement axées sur le travail de l'enseignant. C'est peut-être une évidence, c'est-à-dire, bien sûr, ils sont tout débutants, ils se voient en vidéo, ils parlent que de ce qu'ils font, puis ils n'ont pas la vision du tout. Après cette première rencontre, on parle quand même beaucoup, oui, mais tes élèves, comment ils sont mis en activité. La deuxième fois, sur la deuxième rencontre, on voit qu'il y a une place beaucoup plus grande qui est cette fois mise aux élèves d'une manière générale. Donc, comme s'il y avait une sorte d'effet yo-yo, la deuxième fois, ils disaient, OK, ce qui est attendu de ma part, c'est que je dise ce que font les élèves. C'est ce que moi je fais. OK, alors du coup, il y a autre chose qui se joue. Il y a la matière qui prend plus de place finalement au troisième. Tout d'un coup, ça prend un peu plus sur la matière qu'on voit. Oui, mais avec cette didactique, c'est difficile parce que pour apprendre à des bûcherons tel élément, c'est ça qui est important, et ainsi de suite. Et puis finalement, on arrive à une sorte d'équilibre entre les 3 pôles, on pourrait dire, sur la fin. Donc, ça tend vers un équilibre avec une sorte d'impact. On parle beaucoup de l'enseignant au début, on parle un peu plus, de plus en plus des élèves au milieu. On a la matière qui arrive pour arriver à une sorte d'équilibre 3 tiers, plus ou moins. Et ça, ce mouvement se retrouve à peu près, enfin, se retrouve sur les 3 groupes que j'ai eus. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seraient toujours là. Autre élément qui m'intéressait, c'était de voir, j'ai essayé de catégoriser, et là, je vais prendre qu'une seule personne, c'est Quentin, c'est un nom d'emprunt, donc pas moyen qu'on retrouve qui c'est. Quentin, sur un des cafés pédagogiques, enfin, sur les différents cafés, est-ce qu'il parle plus de lui? Est-ce que c'est différent quand il analyse la vidéo de son collègue, ou est-ce que quand il voit sa vidéo, il parle des mêmes choses? Et là, peut-être, ça semble peut-être être une évidence, mais ça vaut quand même la peine de leur dire. En tout cas, ça se vérifie bien. Quand Quentin voit les vidéos de son père, il va beaucoup plus parler finalement des élèves de la classe. Quand il voit ses vidéos, par contre, il parlerait beaucoup plus de son activité. Et puis quand il voit la vidéo tierce aussi, on voit qu'il voit plus. Donc, quand il voit la vidéo de quelqu'un d'autre, il voit beaucoup l'activité des élèves, mais quand il voit sa propre vidéo, il aura tendance à voir plus facilement sa propre activité. Et là où je me suis intéressé, c'est de replacer ce même Quentin avec cet élément quand il parle de ses vidéos ou des vidéos de son père. Et j'ai remis ça sur les 4 cafés pédagogiques. Et on voit qu'il y a un déplacement qui se fait plus vite. En fait, là, par exemple, c'est assez cliché ici. Alors, quand il parlait de la vidéo de son collègue, il était à peu près à 62% à parler des activités de l'enseignant, et c'est le même pourcentage qu'il avait la deuxième fois quand il parlait de ses propres vidéos. Donc, il y a une sorte de… Le fait d'avoir vu les vidéos de son père, ça laisse penser que ça l'aide et à lui voir différemment ses propres vidéos quelques semaines plus tard. Donc, il y a une évolution qui serait plus rapide que si on ne l'avait fait qu'en regardant ses propres vidéos à lui. Autre élément sur lequel je souhaiterais revenir, c'est sur les processus. En fait, quels sont les rôles des personnes là autour? Si on prend de là, je me base sur quelque chose de plus petit avec uniquement un petit extrait. On est sur une centaine d'éléments dans un verbatim. Et je me suis intéressé à quel moment est-ce qu'on parle, est-ce qu'on se base sur l'expérience, et à quel moment est-ce qu'on se base sur la vidéo, sur une activité qu'on a vue en vidéo, ou bien sur un souvenir à dire non, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais moi, je sais qu'il faut faire comme ça, et ainsi de suite. Donc, on voit déjà que la vidéo, alors on commence ici avec un moment où on parle seulement d'expérience, c'est juste avant la visualisation de l'extrait de Quentin. Ensuite, on voit l'extrait de Quentin, et assez rapidement, on parle beaucoup de la vidéo, on décrit, et au fur et à mesure, on reprend un petit peu les niveaux, où tout d'un coup, quand on passe dans l'interprétation ou l'évaluation, on va être plus à parler de l'expérience, à dire oui, mais la prochaine fois, on pourrait faire comme ci, comme ça. Je me suis amusé à essayer de voir aussi ces activités projetées, comme on parlait Marc avant, où j'ai essayé de regarder quand les personnes parlent, est-ce qu'ils parlent d'une activité réalisée, est-ce qu'ils parlent d'une activité possible passée, ah ouais, quand je vois ça sur la vidéo, j'aurais pu faire comme ça, ou d'un possible futur, la prochaine fois, je ferai comme ça, ou alors la prochaine fois, je pourrais faire comme ça, ou carrément d'un futur prévu. Alors, la prochaine fois, je fais ça, c'est comme ça que ça sera prévu, et puis c'est avec quelque chose où il y a une sorte d'engagement qui se passe. Et là, si je mets ces éléments de cette manière-là, on voit qu'on a des certains moments où on passe vraiment, on est d'abord dans un possible passé, où on parle de la vidéo, ah ouais, j'aurais pu faire comme ça, c'est vrai. Et puis, plus on avance, plus on est dans un futur prévu,
où on va vraiment dire non, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on peut voir là des indices du fait que Quentin, il est en train d'évoluer dans le fait d'imaginer une nouvelle activité. Et puis, si on regarde encore, parce que ce qui m'intéressait, c'était à quel moment est-ce qu'on passait d'une activité réalisée à une activité possible. Donc, qu'est-ce qui fait que ça déclenche tout d'un coup, au-delà de décrire, tout d'un coup, on dit « Ah, mais on aurait pu faire comme ça » ou « Tu aurais pu faire comme ça ». Et bon, le codage n'est encore pas tout à fait abouti ici, mais en clair, F, c'est Florian, c'est le père, le collègue de Quentin, et puis bon, Q, c'est Quentin. Et on voit que très souvent, c'est des moments où F se met à la place de Quentin. En fait, quand j'ai mis F 2/ Quentin, c'est Florian qui va dire « Ah, mais moi, quand je te vois comme ça en vidéo, moi, généralement, je fais de cette manière. » Et c'est ça qui souvent permet à Quentin de dire « Ah ouais, alors c'est vrai que je pourrais aller dans cette direction-là. » Pardon? Oui, d'accord, merci. Alors, du coup, je vais arriver assez rapidement à la fin sur l'histoire des rôles, des différents rôles. Si on a un exemple ici, par exemple, quand Florian il amène un élément en disant « Ah, mais tu aurais pu, à ta place, moi, j'aurais mis une image, par exemple, parce qu'il ne savait pas trop comment commencer ça le son. » Alors, il propose. Et le facilitateur, en l'occurrence, c'est moi qui joue le rôle du facilitateur. Je reviens plus tard, quelques tours de parole plus tard. Je dis, mais toi, Florian, tu as dit que tu aurais montré une image. Donc, je retire la proposition de Florian avant, pour que Quentin, finalement, revienne avec cet élément-là. Donc, on voit plusieurs sortes d'évaluations. On est dans un contexte ici d'auto-évaluation où chacun visualise sa propre vidéo. On est dans une évaluation mutuelle où chacun évalue la vidéo des pairs et on voit qu'il y a des déplacements qui se font. Et je vais aller assez rapidement vu que le temps m'est compté. J'avais envie de parler aussi de est-ce qu'il y a une co-évaluation? Est-ce que finalement il y a une évaluation qui est faite en lien avec la mienne de facilitateur là à travers? Alors là, si on se base sur les modèles d'accompagnement de Maëla Paul, on peut dire qu'on serait proche d'un accompagnement collectif. Ça veut dire qu'il y a les enseignants novices, les EN, qui sont 2, 3, c'est à voir, un facilitateur, chacun arrive avec son savoir, et puis il y a des échanges qui se font comme ça. Mais en fait, dans les faits, on serait plus proche d'un collectif accompagnant, toujours selon Maëla Paul, où en fait, l'idée, c'est qu'il y a bien les échanges entre les novices, et le facilitateur a un rôle un peu différent, en tout cas, c'est le rôle que j'essaie de jouer, en rebondissant sur des propositions des pairs, en essayant de mettre de côté son savoir, en ne mettant pas, même moi à ta place, je ferais comme ça, mais en rebondissant sur ce que montrent les pairs. Donc, il y a une sorte de rôle de chef d'orchestre, on pourrait dire, où le facilitateur va essayer de reprendre les différentes choses des enseignants novices pour mettre en conflit, en fait, leurs différents styles. Là, il y a plusieurs éléments sur lesquels je vais passer plus vite, et puis je vais aller, si vous permettez, sur l'élément de discussion, pardon. Donc, en discussion, ce qui est maintenant ouvert en discussion pour moi, c'est, bon, il me semble que le dispositif répond bien aux contraintes en temps légèreté du monde de l'enseignement professionnel. Le principe d'évaluation mutuelle associé à une auto-évaluation, ça contribue bien au développement des novices parce qu'ils arrivent à voir la vidéo d'un autre et puis leur propre vidéo et faire les comparaisons. L'outil vidéo, il favorise quand même bien l'entrée dans les discussions. Si on avait demandé à ce même Quentin, est-ce que tu peux juste faire un récit de ce qui s'est passé? Il n'y aurait pas forcément eu la même richesse pour que l'autre personne arrive à dire non, moi en voyant ta vidéo, je ne vois pas ça, je vois que tu aurais dû utiliser une image et c'est quelque chose dont Quentin n'était même pas conscient au départ. Et puis le fait que les postures du facilitateur sont importantes parce que c'est bien le fait de pouvoir rebondir et de pouvoir reprendre ça, de pouvoir rebondir sur les différents éléments pour les mettre en conflit à quelque part qui donnera la richesse. Et dans les questions qui me sont maintenant ouvertes, c'est finalement est-ce qu'il y aurait un nombre idéal de novices? Est-ce qu'on peut dire que souvent, je fais avec des paires de novices. Quand je peux, j'en fais avec 3. Est-ce que ce serait mieux avec 3? Parce que finalement, je n'ai pas besoin de jouer moi le 3e homme parce qu'ils le font entre eux, puis que je fais encore plus avec la distance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explore. Quelle est la suite des parcours pédagogiques aussi des enseignants à la HEFP? J'ai envie de les suivre pour voir est-ce que ça leur a permis d'avoir un pas d'avance à quelque part. Et puis, est-ce que ça peut être utilisé à d'autres fins? Par exemple, pour la formation continue des enseignants professionnels, après leur formation, est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait utiliser sous la même forme? Pour la formation professionnelle des apprentis, et ça je le fais pour mes apprentis informaticiens, par exemple, où on se filme quand on va au contact de clients pour voir comment on fait face aux clients et ainsi de suite. Et puis, est-ce qu'il y aurait du sens aussi avoir un mélange entre les enseignants expérimentés ou novices, vu que là j'ai vraiment réservé ça aux novices pour espérer avoir un espace de partage et de confiance plus grand. Voilà, désolé d'avoir un petit peu dépassé.
le temps avec ma bibliographie. Alors, 5 minutes pour la discussion. Des questions? De rentabilité et de toucher les éléments publics et on sait que les novices, ils ont peu de temps à consacrer. C'est vraiment la question dynamique comme dispositif. Je me posais juste la question, est-ce que le groupe dont vous réunissez 2 ou 3 personnes, est-ce qu'on garde des traces de ce qui se passe pendant la séance? Parce que j'ai l'impression quand on travaille un peu sur la forme d'un co-développement, comme vous proposez, a posteriori, les acteurs ont envie de se souvenir de tous les échanges, mais quand ils sont dedans, mais ils ne commencent pas à prendre des notes, et le facilitateur qui les vient à son affaire, pas non plus. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme trace des échanges pour qu'ils puissent, un peu comme vous avez l'occasion d'avoir grâce aux résultats et aux mathématiques, avoir un peu une histoire de leur chemin ensemble pendant X séances. Alors, merci pour cette question. La question, elle portait donc sur est-ce qu'il y avait des traces, est-ce qu'on garde des traces pour les novices pour qu'ils puissent y revenir au fur et à mesure dans les prochains mois ou les prochaines semaines, que je redis juste la question pour les personnes à distance. Alors, des traces, en fait, eux, ils partent avec, entre autres, ce tableau blanc que je prends en photo et que je leur distribue de leur élément tableau blanc que j'avais montré avant, qu'est-ce qui est d'après vous important. Et puis, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que le temps m'était compté, mais à la fin, quand on termine un café pédagogique, on finit par un moment que j'appelle d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va dire, OK, maintenant, la prochaine fois, vous pourriez faire quoi? Et alors là, certains vont prendre des notes, ce n'est pas forcément obligatoire et je devrais peut-être moi faire le script à ce moment-là, mais c'est vrai que je leur dis, alors voilà, maintenant, si vous retournez, s'il y a trois éléments importants, 2 éléments importants que vous retenez sur ces échanges, c'est lesquels? Et ça nous permet, donc, à un moment où on va un petit peu faire la synthèse de tout ce qu'on a vu là. Donc, ça, c'est la première chose. En même temps, on en profite d'ailleurs pour définir, parce que je n'ai pas insisté beaucoup, mais pour définir ensemble l'objet d'enquête de la prochaine fois. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire, la prochaine fois, j'aimerais vous voir sur la consigne d'un exercice. Et je leur dis, voilà, pour la toute première rencontre, j'incite sur l'accueil, parce que souvent, ils ne savent pas trop comment partir. Et sur les fois d'après, je leur demande, mais vous avez quoi comme préoccupation? Donc, ça vient généralement d'eux, ça vient toujours d'eux à partir de la 2e fois. Et ça, on le fait à la fin de la séance pour discuter des prochaines fois. Maintenant, pour revenir sur le principe des traces qu'ils pourraient garder, effectivement, il y a ce moment d'institutionnalisation où on se donne une sorte de… J'essaie de les aider à synthétiser, à dire, OK, donnez-moi 2 éléments que vous pensez maintenant mettre dans votre pratique différemment. C'est vrai qu'on ne les note pas, c'est vrai qu'on ne les répertorie pas. Je vois dans les faits que certains le font, puis ils prennent note. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on institutionnalise directement en disant voilà, on se fait un document commun qu'on partagerait. Ça pourrait se faire. Après, j'ai toujours un peu la peur aussi qu'il y ait vu que j'ai cet engagement avec eux, qu'il n'y aura aucune trace. C'est pour vous. J'ai toujours cette peur de dire voilà, maintenant il y a un document, vous avez dit quoi? Puis qu'ils disent maintenant il est à qui ce document? Parce que si c'est pour envoyer à ma direction, ça me fait peur. Alors, j'essaie de trouver ce juste milieu-là. Les années dispositifs c'est intéressant. Quand on prend ça veut dire que enseigner n'est pas métier, ça prend, en tout cas, c'est pas d'avoir appris, mais c'est avant. La responsabilité des élèves de la part de l'acquisition, c'est à peu près nul, il faut peut-être quelqu'un qui n'a pas de formation d'État. Je veux dire, cette analyse de ce niveau-là, est assez excellente, on la trouve chez nous. C'est comme ça que l'université fonctionne. Pédagogique, on commence devant, ça interroge quand même. Et comprend la façon de lire, les questions rentables, etc. Et ça rend encore plus visible, effrayant la non-responsabilité de l'institution. D'abord, nous, vers les enseignants, on vient en situation de dire, Et à côté de ça, ce côté effrayant dont tu parles, que je vois bien avec effectivement, il y a aussi cette tentation des directions contre lesquelles je dois lutter. C'est clair qu'ils ont engagé quelqu'un sur un dossier en disant oh, il serait sûrement bon prof.
Mais à quelque part, il y a des fois des tentations de venir me souffler à l'oreille, mais ça va, machin, parce que autrement, moi, on ne le garde pas vu qu'il est en temps d'essai. Donc, c'est vrai qu'il y a une tentation qui est grande là autour de savoir, et puis le dispositif, il doit être tout à fait cadré pour ça. Hein? Merci beaucoup.